Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour votre participation à cette table ronde ce matin. Nous sommes ravis avec Diane et Gilda de vous accueillir dans cette visio. Nous allons pendant 1 heure parler de ce sujet, le langage, un levier à reconsidérer pour une communication inclusive, responsable et accessible. Alors, quelques petits éléments sur l'heure qui se profilent devant nous. Et avant tout, eh bien, qui sommes-nous autour de cette table virtuelle? Alors, nous sommes 3 ce matin. Je vais commencer par me présenter et je passerai la parole à mes comparses. Je m'appelle Alicia Bir. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur moi? Ça fait une vingtaine d'années que je travaille. Cette année, j'ai fêté mes 20 ans en réalité. Les 10 dernières années, je les ai passées dans une petite boîte qui s'appelle Google. Mon dernier métier là-bas, c'était directrice du planning stratégique. Ça veut dire que je travaillais sur l'analyse et l'évolution des comportements de consommation en utilisant les données de ce que les gens recherchent et regardent sur YouTube. Et il y a 3 ans, quand j'étais encore chez Google, j'ai créé Rewording, qui à l'origine était plutôt un média qui crée du contenu sur la question du langage inclusif et de la communication inclusive, et qui l'année dernière, quand je suis partie de chez Google, est devenu un organisme de formation qui accompagne notamment les professionnels de la communication à se former sur les sujets de langage inclusif. Et donc aujourd'hui, je partage cette table ronde avec Diane. Diane, qui es-tu? Alors, bonjour tout le monde. Donc moi, je m'appelle Diane Moinet. Je suis spécialiste en communication inclusive et je propose des ateliers de sensibilisation comme la fresque de la langue française que j'ai créée et que j'anime, des conférences et des formations sur cette thématique. Alors, pour moi, tout est parti en fait d'un livre que j'ai lu en 2019 qui s'appelle L'Académie contre la langue française, le dossier féminisation de l'historienne Eliane Viennot. On aura peut-être l'occasion de reparler. Je suis tombée dessus un peu par hasard quand j'étais encore enseignante de français dans le secondaire et ça a été une vraie révélation pour moi. J'ai commencé à partir de ce moment à me renseigner toujours plus sur la langue française, la linguistique, et j'ai réalisé que tout le monde a un avis très tranché sur la langue sans pour autant connaître en fait les études qui sont réalisées par les spécialistes de la question, donc les linguistes. Et c'est une science qui est en fait assez méconnue et je me suis demandé quel impact ça pouvait avoir sur le long terme, notamment dans le monde du travail. Et c'est pour ça que j'ai décidé de devenir formatrice et animatrice d'ateliers de sensibilisation. Et c'était évident pour moi que je voulais promouvoir la communication et le langage inclusif au sein des organisations parce que je suis convaincue de l'utilité et de l'importance de cette démarche pour participer à l'évolution de la société. Merci Diane. Et toi, Gilda, qui es-tu? Moi, je suis le boomer de service. Je suis alors, on ne peut pas dire le mâle blanc. Alors, je suis cisgenre. J'apprends tout ça, quoi. Bref, je suis un boomer. Je dis ça avec un sourire parce qu'on en reparlera tous les trois. C'est que j'ai découvert ce sujet alors que j'étais dans un conservatisme éhonté. Pourquoi? Parce que je suis historien de formation, je suis un universitaire, je suis un homme de lettres et de mots. Et j'avais une perception assez réactionnaire, je dois dire, mais on y reviendra sur le sujet. J'aime pas qu'on bouge les choses. Je suis fondateur d'une agence de communication qui s'appelle CIDIES, qui est une agence de communication exclusivement dédiée au sujet de la transition écologique et sociale pour les marques et les organisations, que j'ai créé il y a 25 ans. Et donc, mon sujet, c'est la communication dite plus responsable, c'est-à-dire qui adresse les publics avec une certaine vigilance, une certaine précaution de considération des prismes d'interprétation et d'attente de chaque public. Et je suis depuis presque 2 ans président de la Fondation pour la Nature et l'Homme, qui est une autre de mes activités chéries. Et donc, on aura un autre sujet avec Gilda un jour qui sera quand est-ce qu'on va renommer cette fondation, parce que ce n'est pas la nature et l'homme, c'est la nature et l'être humain. C'est un des sujets dont nous parlerons peut-être dans notre table ronde. En tout cas, on a un grand sujet, le H capital, parce que on en a déjà parlé entre nous, mais je trouve ça dommage de perdre aussi la force du H de homme et de humain, mais on a un vrai débat, on le fera.
Et justement, parlant de vrais débats, c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre ce matin pour que vous ayez une petite idée de comment ça va se passer. On va parler de trois thématiques. On a construit en fait cette conversation autour de 3 thématiques parce qu'on a conscience qu'il y a peut-être parmi vous des gens qui ne connaissent pas du tout ce sujet. Donc, l'objectif, c'est aussi d'expliquer de manière pédagogique de quoi on parle et que vous repartiez avec des idées, des arguments, des concepts qui vous permettent à la fin d'avoir un avis un peu plus éclairé que quand vous êtes rentré dans la conférence sur ce sujet. Donc, on parlera évidemment, le langage inclusif, ça veut dire quoi? C'est quoi la définition? C'est quoi les concepts? Dans un premier temps. Ensuite, on fera un petit état des lieux, mais aujourd'hui, est-ce qu'on l'emploie vraiment? Et notamment dans le cadre de l'entreprise, puisque cette conférence se place dans le cadre de la semaine de l'entreprise responsable et inclusive. Donc, l'idée, c'est aussi de voir ce que ça veut dire concrètement pour vous dans vos pratiques professionnelles. Et enfin, on parlera des arguments. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça aujourd'hui? Quel est même l'intérêt finalement de réfléchir, comme le disait Diane, à des choses qui sont des automatismes et essayer de les renverser. Et donc, c'est là qu'on parlera du pourquoi. J'ai noté une conversation engagée parce que justement, l'idée que ce soit une conversation à la fin de l'annonce de ce programme, je vais arrêter les slides et on ne sera que tous les 3 sur votre écran. L'idée, c'est aussi que ce soit aussi interactif que possible. Donc, s'il vous plaît, sentez-vous très libre d'utiliser le volet commentaires chat de cette visio pour écrire des commentaires ou mettre les questions que vous pouvez avoir. On va faire en sorte de garder un temps à la fin pour répondre à ces questions et éventuellement, en fonction de la dynamique de la conversation, on y répondra peut-être au fur et à mesure de nos échanges. Mais vraiment, faisons en sorte que ce soit un moment interactif. Et puis, c'est aussi une conversation engagée parce que vous l'avez entendu dans nos présentations, Diane et moi, on baigne un peu là-dedans depuis plusieurs années. Gilda a d'emblée dit qu'il avait par le passé une position un peu plus conservatrice, on va dire là-dessus. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a choisi de le faire ensemble, pour que vous ayez aussi pas uniquement la perspective des personnes qui sont convaincues depuis toujours, mais aussi justement que vous puissiez peut-être vous identifier pour certains et certaines d'entre vous au parcours d'une personne qui a progressivement réfléchi à la question et peut-être revenu sur certaines des idées qu'il avait auparavant. Donc voilà, je vais arrêter de présenter et nous sommes tous les 3 normalement sur vos écrans. Et donc, on va commencer avec ce premier bloc autour tout simplement de quoi on parle. Alors, vous avez peut-être remarqué que le titre de cette conférence porte le nom de langage et le langage inclusif, c'est vraiment ce dont on va parler aujourd'hui. Alors, peut-être que vous êtes venus en pensant qu'on allait parler d'écriture inclusive. Alors, ça va être le cas sans franchement être le cas. Et moi, je vais vous donner une définition de ce qu'est le langage inclusif et c'est ma définition. Donc, ça serait intéressant peut-être de les croiser d'ailleurs avec celle de Diane ou peut-être que Gilda aussi, on a une perception différente. Mais moi, je n'utilise pas à titre personnel l'expression d'écriture inclusive. Pourquoi? Parce que quand on parle d'écriture inclusive, on parle de notre pratique écrite exclusivement. Or, le langage inclusif, ce n'est pas qu'une pratique de l'écrit, c'est aussi une pratique de l'oral. Depuis le début de cette visio, jusqu'à la fin de cette visio et dans ma vie en général, je parle aussi en inclusif. Et en général, on parle plus qu'on écrit en fonction de nos métiers et de nos styles de vie. Donc, c'est pour ça que c'est important de parler de langage plutôt que d'écriture parce que ça enferme en fait autour d'une pratique qui est l'écrit. Par ailleurs, en France, et on reviendra là-dessus aussi, quand on parle d'écriture inclusive, ça crispe immédiatement parce qu'on est dans un contexte culturel où le débat en fait est extrêmement véhément, pour ne pas dire violent, sur ce qu'est l'écriture inclusive. Et donc, parler d'écriture inclusive, tout de suite, ça va crisper les gens dans les organisations. Et nous, en tout cas, moi, mon objectif, c'est la moindre résistance. Je veux créer un contexte dans lequel les gens peuvent écouter mes arguments avec ouverture. Et donc, j'essaye de ne pas crisper dès le départ tout le monde en parlant d'écriture inclusive. D'autant plus que le dernier élément, c'est que l'écriture inclusive, souvent en France, est associée à une chose, qui est l'utilisation de la ponctuation, et notamment de ce qu'on appelle le point médian ou le point milieu. Or, c'est très réducteur parce qu'on va vous l'expliquer tout à l'heure, et notamment Diane vous expliquera ça. Il y a plein d'outils qu'on peut utiliser pour s'exprimer en inclusif. La plupart d'entre eux, vous les connaissez déjà en fait, et vous les utilisez au quotidien sans même avoir réalisé que vous le faites. Et donc, c'est pour ça que j'essaye de décorréler écriture inclusive et langage inclusif. Donc, moi, ma définition du langage inclusif, c'est porter une attention particulière au choix des mots, des tournures de phrases, des images qu'on va employer pour parler des personnes, et particulièrement des personnes qui ont été historiquement discriminées. Moi, ma vision du langage inclusif, elle est assez nourrie de mon expérience chez Google, donc j'ai une perspective un peu plus anglo-saxonne, en fait, on va dire, du langage inclusif, et ce n'est pas uniquement une question d'égalité femmes-hommes.
Donc, quand on parle aussi d'écriture inclusive, on parle beaucoup de la question du genre, comment rendre visibles les femmes, et c'est un énorme morceau en langue française du fait de la manière dont notre langue est construite, où on a un genre masculin et féminin et pas tellement d'alternatives, mais en réalité, avoir un langage inclusif, c'est plus largement se dire, OK, quand je parle de personnes discriminées, quels mots j'emploie? Est-ce que je dis personne handicapée ou en situation de handicap? Ce n'est pas toujours des questions auxquelles il y a une seule réponse. Il y a de la nuance à avoir. Est-ce que je parle de personnes noires ou de personnes black? Qu'est-ce que ça veut dire de moi aussi quand je n'ose pas dire le mot noir pour parler d'une personne racisée, qui est une autre manière de le dire? Est-ce que je parle d'une personne trans, d'une personne transsexuelle, d'une personne transgenre? Quels sont les mots les plus précis pour définir les identités de genre, les orientations sexuelles? Tout ça, pour moi, ça fait partie du langage inclusif. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, j'espère que ça éclaire déjà un peu le scope, on va dire, de notre conférence. Évidemment, on va parler beaucoup du sujet femmes-hommes parce que, encore une fois, en français, c'est celui qui est le plus prégnant. Mais je pense que c'est important aussi que vous repartiez avec une vision un petit peu plus générale, un peu plus ouverte de ce qu'est la question du langage inclusif. Diane, j'ai une question pour toi. Du coup, si on parle de langage inclusif, ça veut bien dire qu'on promeut quelque chose à contrario d'une pratique qu'on aurait aujourd'hui qui ne serait pas inclusive. Et ça voudrait dire que le français qu'on pratique au quotidien serait, lui, exclusif ou excluant d'une certaine manière. Comment est-ce que tu peux nous expliquer justement ce qui est excluant peut-être dans notre manière de nous exprimer déjà aujourd'hui? Oui, tout à fait. Alors, je vais commencer par vous parler d'un livre qui s'appelle « Le cerveau pense-t-il au masculin ?» de psycholinguistes qui se sont penchés en fait sur cette question et vraiment qui est une mine d'informations dont je vais parler à plusieurs reprises pendant cette conférence et que je vous recommande vivement. Donc dedans, on apprend en fait que les spécialistes, les psycholinguistes, ont démontré que le cerveau est paresseux, extrêmement paresseux. Et on a ce qu'on appelle des mécanismes d'activation. Ça veut dire que quand on a deux idées ou deux mots qui sont souvent associés ensemble, ben pour le cerveau, c'est plus facile parce que c'est automatique. Et on va avoir des connexions neuronales qui vont se créer et se renforcer au fur et à mesure qu'on a ces mots qui sont associés ensemble. Et quand on a une nouvelle association qui arrive, qui est moins fréquente, on observe un pic électrique dans le cerveau des personnes testées. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut justement analyser ces questions d'association plus ou moins automatique. Donc, si je vous donne un exemple, qui est extrait de cet ouvrage. Le médecin a demandé aux étudiants de se laver les mains. Dans cette phrase, on remarque qu'on a deux problèmes. On a le métier qui est exprimé au masculin, le médecin, et ça va activer en fait une représentation masculine dans le cerveau. Et ça a été vraiment démontré. Et l'autre problème, c'est aux étudiants, qui est ce qu'on appelle en fait un masculin générique, c'est le fait d'utiliser le masculin pour parler aussi bien d'hommes que de femmes, et ça va aussi activer une représentation masculine dans le cerveau. Donc là, en fait, on a deux situations qui vont renforcer ce mécanisme qui fait que le masculin, on l'associe aux hommes. Et donc, si on demande en fait comment est-ce qu'on fait pour savoir ça? En fait, on va utiliser plusieurs méthodes scientifiques. Donc, on peut soit demander directement aux personnes testées si, quand on leur dit cette phrase, elles vont visualiser des hommes, des femmes ou un peu les deux. Et le problème, c'est que ce type de test peut être un peu biaisé parce que les personnes peuvent avoir le temps de réfléchir à leur réponse et peut-être de changer ce qui leur est venu spontanément à l'esprit. Donc, sinon, ce qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle les tests de production. C'est que les personnes vont devoir continuer une phrase ou un texte et ça va permettre de voir automatiquement qu'est-ce qui était visualisé dans l'esprit des personnes. Et donc, ce que le cerveau associe spontanément. Et donc, ce masculin qu'on dit générique et l'absence de forme féminine pour les métiers, ça a une conséquence très concrète, c'est que ça exclut les femmes dans les représentations mentales. On peut aussi parler d'un autre aspect, c'est la glottophobie. Donc, la glottophobie, c'est la discrimination des manières de parler et des accents, sur lequel a beaucoup travaillé un sociolinguiste qui s'appelle Philippe Blanchet. Et donc, je vais vous donner un autre exemple. C'est un sondage qui date de 2003 de TNS Sofres qui révèle qu'en France, eh bien, une personne sur deux, donc c'est quand même assez important, pense que la façon de parler et l'accent sont des critères d'embauche. Donc là aussi, on a une forme qui est excluante. En fait, si on ne va pas considérer
l'ensemble des actions et des manières de parler, pour une moitié de la population, en tout cas, ça va avoir un impact dans leur perception de leur capacité à pouvoir être embauchée ou pas. Et donc, cette glottophobie, elle a pour conséquence de créer ce qu'on appelle l'insécurité linguistique. C'est le fait de ne pas avoir confiance dans ses manières de parler. Et ça va avoir comme effet la baisse de confiance en soi, des stratégies d'évitement, donc on ne va pas oser prendre la parole, par exemple, en public, de l'échec scolaire, un sentiment qui peut être de l'illégitimité à entreprendre certaines études, à postuler à certains postes à cause de l'accent, de l'orthographe ou de la syntaxe qu'on utilise. Donc voilà, j'identifierai principalement déjà ces éléments comme excluants et problématiques et sur lesquels le langage inclusif va pouvoir apporter des réponses. Merci beaucoup, Diane. Et j'ajoute une précision. Tu parlais de ce livre, j'en ai mis la référence dans les commentaires. Donc, franchement, je vous encourage à lire. C'est 250 pages, très accessible, 100% inclusif, 100% sans point médian. Donc, la preuve que c'est possible. Et si vous voulez avoir une idée en fait, du dimensionnement de ces expériences, on parle de plus de 350 études réalisées ces 50 dernières années par des scientifiques qui sont parus dans des revues à comité de relecture. Donc, ce n'est pas 3 études dans un coin, c'est un consensus scientifique qui est extrêmement fort. Donc, voilà, je le dis parce que parfois on me dit « oui, mais vous avez une étude ». Non, 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 on n'en a pas une, on en a beaucoup. Et c'est important de le préciser. Gilda, j'ai une question pour toi. Donc, les gens qui se sont connectés ce matin, ils se sont inscrits et inscrites à cette réunion, à cette conférence, parce qu'on parle du langage comme levier de transformation. Hein. C'est aussi d'ailleurs la thématique de la série cette année, et spécifiquement dans les entreprises. Dans ton expérience à toi, quel est l'écueil principal dans lequel justement les entreprises tombent quand il s'agit de l'utilisation des mots? Alors, c'est une grosse question. Aujourd'hui, quand on parle de communication, on dit c'est de la com, ça veut dire c'est du vent, c'est insincère. Ouais, au mieux, c'est du vent, au mieux, c'est du pipeau. Voilà. Donc c'est un mot formidable, communication, ça vient de mettre en commun, c'est tout simple. Mais ce mot-là, il est rompu. Moi, j'aime bien parler d'expression parce que je pense que dans la communication, à mes yeux, l'essentiel, c'est le verbe, en fait. Parce que quand aujourd'hui, une marque ou une organisation s'exprime, elle prend date. Surtout aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec la capacité de fact-checker, comme on dit vulgairement, et d'aller regarder. Vous savez, on passe notre temps maintenant à dire « il dit ça aujourd'hui, mais il y a 2 ans, écoutez ce qu'il disait ». Donc, on est dans une société qui a l'obsession de la vérification. Vous le savez, avec notre petit téléphone sur lequel, dès que quelqu'un dit « c'était en 1992 », l'autre fait « ah non, c'est 91 ». Voilà. On est des obsédés de ça, du contrôle de la vérité. Donc, le verbe, en fait, il est à la fois incarnation et il est à la fois promesse, et surtout dans le sujet qui est le mien, qui est le sujet de la RSE pour les entreprises, ou de la transition écologique et solidaire, c'est-à-dire finalement devant les défis et les périls que nous avons à affronter, qu'est-ce que l'on peut dire, qu'est-ce que l'on est en mesure de verbaliser dans son angoisse, dans sa peur, dans la réalité des modèles d'affaires qui vont s'effondrer. Bref, le verbe, c'est quelque chose de très fort. Et donc, les entreprises, elles sont, depuis très longtemps, cortiquées grâce à des écoles de commerce qui ont fait beaucoup de dégâts dans un espèce d'organisation de la pensée toute faite, c'est-à-dire faut que ça soit structuré, vous vous souvenez, les valeurs, la vision, une espèce de langage corporate. C'est Maffezoli, le sociologue qui avait écrit un bouquin là-dessus. Moi, c'est ce qu'on appelle, chez Sidiez, on appelle ça la langue de boîte. C'est vraiment une espèce de discours un peu globiche, là, assez interchangeable d'une entreprise à une autre et qui permet finalement de dire, d'avoir l'air de dire, mais sans jamais aller au fond des choses. Et ce qui est intéressant dans le sujet qui nous rapproche aujourd'hui, c'est que tout d'un coup, à travers l'écriture, parce que c'est quand même ça qui révèle principalement cette position au monde
qui est de passer dans un langage inclusif, tout d'un coup, ça oblige, en fait. Ça oblige, et donc il faut être courageux. Et on n'est pas dans une époque très courageuse aujourd'hui, parce qu'on est dans un monde qui va trop vite, qui est trop complexe et qui est incertain. Donc voilà, c'est un sujet que j'aime bien traiter et que je trouve intéressant. Donc c'est ça mon truc. Je pense que je t'ai répondu convenablement. Très bien, merci Gildas. Donc maintenant, vous avez sûrement compris avec ce qu'on vient de vous dire toutes les trois, que la notion de langage inclusif est bien plus large en fait que ce que vous pouviez imaginer peut-être en vous connectant. Et maintenant, on va rentrer dans la partie concrète. Concrètement, à quoi ça ressemble ce langage inclusif? Quels sont les outils qu'on va pouvoir utiliser pour mettre en œuvre ce langage inclusif? Donc déjà, voilà, il faut avoir à l'esprit que le langage inclusif, comme disait Alicia tout à l'heure, c'est aussi bien pour l'écrit que pour l'oral. Ça concerne vraiment les deux formes. Et donc, il y a un certain nombre d'outils qui vont être propres aussi bien à l'écrit qu'à l'oral et d'autres qui vont être spécifiques à l'écrit. Donc, sur la question du genre, comme on disait, c'est quand même en français une partie assez importante de la question du langage inclusif. On va pouvoir utiliser donc plusieurs outils. On va par exemple pouvoir utiliser les doublets. Les doublets, c'est le fait d'utiliser un mot au féminin puis au masculin ou inversement. Donc, par exemple, si je dis française, français, j'utilise du langage inclusif, j'utilise des doublets. Autre possibilité, je peux utiliser ce qu'on appelle des mots épicènes. Donc, c'est des mots qui ont la même forme au féminin et au masculin. Par exemple, les responsables. Si je dis les responsables, ça peut être aussi bien féminin que masculin. Donc, on est dans une forme inclusive. On peut avoir aussi ce qu'on appelle la reformulation dégenrée. Donc, je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Par exemple, les participants ont trouvé la fête fantastique. Là, on est au masculin. Et si je dis la fête était fantastique, on comprend bien que c'est les personnes qui étaient à cette fête qui l'ont trouvée fantastique. Donc, au niveau du sens, c'est très clair. Et pourtant, on a supprimé la forme masculine en faisant une reformulation qui efface la question du genre. On peut aussi avoir ce qu'on appelle la substitution par le groupe. Donc, au lieu de dire les électeurs, les électrices, les directeurs, les directrices, on va pouvoir dire l'électorat, la direction. Et donc là, en parlant du groupe, on évacue aussi cette question du genre. Une autre technique qui est très utilisée, notamment dans les publicités, dans les messages qui en plus donnent souvent plus d'impact, c'est ce qu'on appelle l'adressage direct. Ça permet en plus de rendre les personnes plus impliquées dans le message qu'on veut leur transmettre. Donc, si on dit inscrivez-vous, on s'adresse directement à toutes les personnes à qui s'adresse le message et c'est inclusif. On a ensuite une forme qui est spécifique à l'écrit et qui d'ailleurs a souvent cristallisé les débats sur le langage inclusif, mais qui en fait est un tout petit détail sur toutes ces techniques qui existent, c'est le point médian. Donc, vous avez souvent entendu parler, c'est donc ce point qui est situé entre deux lettres, donc qui n'est pas au niveau de la ligne, qui est un tout petit peu plus au-dessus. Donc, c'est une abréviation, en fait, qui est utilisée à l'écrit pour permettre la simultanéité des formes masculines et féminines. Donc, pour vous donner un autre exemple, quand on dit monsieur, souvent on peut l'écrire M. Pourtant, on ne va jamais dire M. Dupont. On va dire monsieur Dupont. Et en fait, pour le point médian, c'est exactement la même chose. C'est une forme d'abréviation. Donc, à l'oral, on va dire les deux formes. Donc, souvent, on va utiliser la technique du doublet. Et ce point, il va juste servir à raccourcir quand on n'a pas beaucoup de place, par exemple, pour écrire. Et toutes ces techniques-là dont je viens de vous parler, elles peuvent en fait se combiner selon le contexte. Donc, on ne va pas forcément toutes les utiliser en même temps. On peut utiliser parfois l'une, parfois l'autre, selon aussi la structure de la phrase et ce qui est le plus simple aussi dans l'élaboration du message. On peut aussi parler d'autres propositions qui existent, cette fois d'un point de vue grammatical. Ça va être le remplacement d'une règle que vous connaissez toutes et tous qu'on a appris à l'école, la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, qui a été inventée au XVIIe siècle. Donc, si je dis 1000 femmes et 10 hommes sont présents, cette règle veut qu'on accorde au masculin, parce qu'on a des hommes, et même si on a une femme ou 1000 femmes, c'est pareil, on aura toujours le masculin.
Et en fait, avant cette règle, on avait une règle qu'on appelait l'accord de proximité, qui s'utilisait en latin et en français, donc jusqu'à cette époque. Et on pouvait dire ceci: 1000 femmes et 10 hommes sont présents, parce que donc homme est le mot le plus proche de présent, et donc on va accorder au masculin. Mais si je dis dans l'autre sens, 1000 hommes et 10 femmes sont présentes, femme est plus proche de présente, et donc on va accorder au féminin. On peut aussi utiliser une autre technique qui s'appelle l'accord de majorité. Donc là, tout simplement, on va choisir le plus grand groupe de personnes représentées dans la phrase. Donc, si j'ai 1000 femmes et 10 hommes, on a clairement plus de femmes que d'hommes dans le groupe, et donc on va accorder au féminin. 1000 femmes et 10 hommes sont présentes. On a aussi une autre technique, c'est d'employer systématiquement les noms de métiers au masculin et au féminin. Donc, dans les années 80, le Canada, la Belgique, la Suisse et la France ont créé des règles pour justement féminiser de manière plus systématique les noms de métiers. Donc là, il y a plusieurs techniques aussi qui existent. Donc, soit on a remis en fait en usage des mots anciens qui existaient et qui ont ensuite été transformés. On a cantonné leur sens à femme de, par exemple, l'ambassadrice. Autrefois, c'était effectivement une femme qui exerce le métier de l'action d'être ambassadrice. Alors qu'avec le temps, ça a évolué vers femme d'ambassadeur. On peut le retrouver en sens vieilli dans certains dictionnaires. Et donc, redonner son sens premier au mot ambassadrice, c'est une de ces techniques. On peut aussi ressusciter des mots qui ont été oubliés, comme une autrice, une doctoresse, une mairesse. On peut aussi créer des nouvelles formes féminines pour des métiers qui sont plus récents, qui n'existaient pas avant. Une agente, une ingénieure avec un E, une plombière, etc. Et ces propositions, donc, elles ont été plutôt bien reçues dans l'ensemble de la francophonie, mais en France, on a eu vraiment des crispations assez importantes et il a fallu attendre 1999, donc quasiment 20 ans plus tard, pour qu'on commence vraiment à les employer avec un nouveau guide de féminisation des métiers. Et le langage inclusif, donc comme on disait au début, ça peut aussi concerner d'autres catégories, pas juste la question du genre. On peut penser par exemple aux questions du handicap. On peut utiliser des formules inclusives pour inclure les personnes en situation de handicap. Comme exemple, si vous avez suivi les Jeux paralympiques de Paris cette année, il y a eu cette formule qui a été utilisée donc régulièrement, « Levez-vous si vous le pouvez », qui permettait d'inclure les personnes qui n'en avaient pas la possibilité de se sentir concernées par cette formulation. Donc ça aussi, c'est du langage inclusif. Et concernant ce dont je vous parlais au tout début aussi, la question des accents et des manières de parler, ça peut passer par faire entendre ces accents dans les publicités, à la radio, à la télé. Et quand on parle de souvent l'accent sans accent, en fait, ça correspond surtout à l'accent qui est majoritairement employé à Paris. Mais d'un point de vue linguistique, ça n'a pas de sens. En fait, tout le monde a un accent. Et c'est juste que l'accent de la norme, c'est celui à partir duquel on juge les autres accents. Et donc, une démarche qui pourrait être inclusive, c'est inclure plus de journalistes télé ou radio qui ont des accents différents, qui ne sont pas que l'accent issu de Paris, et ne pas cantonner ces personnes aux journaux régionaux, aux commentaires sportifs, etc. Et donc, toi, Alicia, donc je viens de donner des exemples d'outils et de méthodes. Et toi, est-ce que tu aurais des exemples concrets à nous donner qui sont appliqués à la communication ? Oui, tout à fait, parce que moi, mon champ d'expertise et d'analyse principale, c'est celui du monde de la communication des entreprises, communication de marque, et j'aime beaucoup utiliser en fait la publicité qui est partout présente dans l'espace public comme objet d'analyse justement. Et ce que j'aime bien, c'est que la publicité, c'est extrêmement inclusif comme outil d'analyse parce que tout le monde la voit, qu'on le veuille ou non, on y est exposé dans la rue, sur Internet, sous plein de formats différents, et je trouve que c'est un très bon révélateur justement de quelque chose qui aujourd'hui est très paradoxalement impensé. Gilles disait tout à l'heure, quand il parlait d'expression des marques et de langue de boîte, on est tombé dans une forme de jargon, en fait, souvent, et on a désémantisé, c'est-à-dire on a enlevé du sens à certains mots, et on s'est beaucoup focalisé dans la communication de marque et d'entreprise ces dernières années, quand il s'agit de diversité, d'équité et d'inclusion, sur la pure représentation visuelle, c'est-à-dire représenter des images de gens qui ne sont pas homogènes.
Et je veux dire, parce qu'il faut quand même saluer ces efforts, qu'on a énormément progressé. Donc, je ne veux pas que les gens se disent « Ah bah oui, mais on a encore… se prennent ça comme un discours négatif ». Non, on a énormément progressé. Moi, quotidiennement, je passe mon temps à prendre en photo des pubs dans le métro partout. Et ça se voit. Pour qui fait attention, ça se voit vraiment qu'on est sorti quand même de cette représentation systématiquement blanche, alors systématiquement masculine ou féminine, en tout cas qui va dans les stéréotypes. On a une pluralité aussi de morphologies qui sont représentées, notamment la beauté a fait énormément d'efforts sur le sujet, donc ça, c'est vrai. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, et là où je trouve justement il y a du potentiel, c'est que les mots sont ce qu'on appelle un impensé, c'est-à-dire qu'on a finalement oublié de réfléchir aux mots qu'on utilise. Et on se retrouve parfois dans des cas où il y a une espèce de dissonance visuelle langage, dissonance entre ce qu'on voit représentés qui sont souvent des femmes, entre autres choses, et les mots qu'on emploie pour les définir, pour les désigner, qui sont souvent en masculin. Donc, c'est cette impensée-là que je trouve très intéressant de lever en se questionnant et en explorant la question du langage inclusif, parce qu'aussi, ça nous fait justement sortir de cette langue de boîte dont parlait Gilda, ça nous fait sortir de ces automatismes dans lesquels, en fait, on est rentré, qui sont, par exemple, à tous ceux qui rêvent de porter la flamme olympique, les formulations comme galette pour tous, ce pour tous, il est très pratique, il fonctionne bien, mais en fait, c'est un automatisme. Et c'est là où je trouve qu'il y a aussi des choses intéressantes à échanger, enfin, à imaginer en termes de créativité. Mais du coup, pour vous donner des exemples très, très précis, il y a quelques mois, j'ai vu dans la rue une publicité pour une banque. Je ne vais pas la nommer, pas pour ne pas la froisser, mais parce que ce n'est pas mon objectif. Mon point, ce n'est pas de taper sur une marque ou sur une autre, c'est vraiment juste l'exemple comme illustration. Et donc, cette banque propose des offres pour les professionnels et représente quelque chose qui est rare en publicité, une femme noire chef d'entreprise, en l'occurrence dans la pâtisserie. Ça, déjà, c'est génial. Donc, on a envie d'applaudir. En revanche, la tagline qui accompagne le visuel, c'est « Je suis plus qu'un pro ». Et là, moi, ça me frappe parce que, nous, en plus, c'est écrit à la première personne « Je suis plus que ». Donc, on imagine bien que c'est cette personne qu'on représente visuellement qui s'exprime. Et pourtant, j'imagine que quand elle s'exprime, il y aurait du sens qu'elle se dise « Je suis une pro, en fait, je suis une femme ». Et donc là, il y a cette dissonance entre le mot et le visuel qui vient du concept fondamental que tu as expliqué tout à l'heure, Diane, qui est ce masculin dit générique, qui fait que quand on parle au masculin, c'est censé être neutre et c'est censé représenter tout le monde. Mais tu l'as très bien expliqué en parlant de la psycholinguistique. On sait qu'en fait, notre cerveau, il ne fonctionne pas comme ça. Et on a beau l'avoir appris à l'école, ce n'est pas les représentations que ça suscite. Autre exemple, dans la publicité, il y a une pub que j'ai bien aimée pour un service de VTC qui propose une fonctionnalité de géolocalisation. Donc, quand vous prenez le taxi, en gros, vous pouvez vous géolocaliser et partager avec vos amis où vous en êtes. Et la phrase, en fait, c'est juste il n'y a pas de visuel d'image, c'est juste sur un fond noir, jamais seul, toujours accompagné. Eh bien, ce « jamais seul, toujours accompagné » est écrit en inclusif. Il y a un point, en l'occurrence final, au bout du seul et du accompagné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à qui s'adresse cette fonctionnalité ? Qui a besoin de partager sa position quand on rentre tard le soir ? C'est plutôt quand même une fonctionnalité qui s'adresse aux femmes, parce que c'est nous qui avons peur concrètement. C'est nous qui sommes le plus en situation d'insécurité. Je ne dis pas que les hommes ne le sentent pas, ça dépend de plein de choses, mais concrètement, la cible principale est une cible féminine. Et du coup, si on l'avait écrit au masculin dit générique, c'était quand même très curieux, ça renvoyait un message qui était différent. Comment les femmes peuvent-elles se sentir concernées ? Parce que ça, c'est aussi un des apports de la psycholinguistique. On a mesuré par A plus B que quand on fait une publicité, par exemple, en Allemagne, donc la langue allemande qui est comme le français très genrée, pour tous les entrepreneurs, les femmes se sentent moins concernées par cette publicité que quand on dit pour tous les entrepreneurs et les entrepreneuses. On a mesuré ça. Donc, si votre message publicitaire s'adresse à une audience plutôt féminine et que vous lui parlez au masculin, en fait, vous tirez une balle dans le pied finalement, puisque vous savez que votre message, potentiellement, les femmes vont se sentir moins concernées. Donc, je trouve que c'est intéressant aussi pour la marque de VTC de le montrer et d'utiliser cette forme la plus remarquable en fait du langage inclusif, parce que le point, ça se voit, c'est quand même un truc qui est pas si commun que ça encore aujourd'hui. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on y a pensé. Et souvenez-vous de la définition que moi je vous partageais au début, c'est une attention. Ici, utiliser ce point et cette forme remarquable du langage inclusif qui choque un peu peut-être l'œil quand on la voit, c'est une manière de dire on y a pensé.
oui, ça s'adresse aux femmes, mais ça ne s'adresse pas que aux femmes, ça s'adresse aussi aux hommes. Et on a pensé à vous, on a pensé aux audiences quand on a construit ce message. Et peut-être un dernier exemple qu'on peut prendre, c'est aussi très, très concret, c'est dans le recrutement et les offres d'emploi. Aujourd'hui, donc, on sait que les femmes se sentent moins concernées par des pubs qui ne s'adressent pas à elles, en tout cas qui sont écrites au masculin. On sait aussi que les femmes postulent moins à des offres d'emploi quand les offres d'emploi sont rédigées strictement au masculin. On sait aussi que les jeunes filles et les jeunes garçons aussi, c'est intéressant, se projettent moins, ont moins confiance en leur capacité de se lancer dans des études pour un métier quand ce métier est systématiquement décrit au masculin. Donc, si vous avez peut-être des enfants ou vous fréquentez des enfants, faites attention à la manière dont vous parlez des métiers et ne dites pas, évitez de dire toujours concepteur, rédacteur, directeur, président ou que sais-je. Essayez de féminiser aussi et de masculiniser à l'inverse, c'est-à-dire de ne pas dire toujours les infirmières et les assistantes maternelles, parce que ça a un vrai impact sur les jeunes cerveaux qui ne créent pas ces représentations visuelles, hein, comme le disait tout à l'heure Diane. Et donc, dans les offres d'emploi aujourd'hui, il y a pléthore d'entreprises, et notamment les entreprises où les métiers sont très masculins, comme par exemple la sécurité, comme les transports publics. Donc, vous allez le voir, hein, si vous prenez le métro, si vous prenez les transports publics, notamment à Paris, la RATP, la SNCF font des offres d'emploi qui sont écrites en inclusif. Et récemment, je discutais avec une directrice marketing sur LinkedIn qui m'a donné ce chiffre. Elle a posté 2 offres pour le même job, pour du développement web. Donc, le développement web, les métiers de l'IT en général, c'est assez masculin. Une offre, c'était cherche développeur web HF, donc homme-femme, puisqu'en France, on ne peut pas discriminer sur la base du genre. Et l'autre, c'était cherche développeur ou développeuse web. Et 30% de candidatures féminines en plus sur la deuxième offre, qui est sinon strictement la même. Donc, pour moi, en fait, quand on a dit ça, c'est fini. Il n'y a pas besoin de discuter plus. Si vous voulez recruter des femmes, si vous voulez que votre pipeline de candidature soit mixte, utilisez les outils du langage inclusif. Donc, ça, c'était des exemples que j'espère assez concrets qui ont illustré aussi ce que ça peut vouloir dire pour vous dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez. Du coup, Gilda, toi, tu l'as dit dès le départ, hein, tu fais partie des personnes qui ont changé d'avis avec le temps, justement, sur cette question du langage inclusif, parce que tu n'aimes pas qu'on change les choses. Justement, de ton point de vue, toi qui as fait un peu cette bascule ou est en train de faire cette bascule, comment ces pratiques que je viens de décrire ou qu'on a décrites toutes les deux avec Diane, elles sont reçues aujourd'hui dans le monde de l'entreprise? Alors, je ne suis pas un vieux réac par nature, hein, mais je suis un communicant. Alors, je suis en plus un historien. C'est vrai que je m'intéresse à la conservation, je m'intéresse à ces choses-là. Mais, quand on est un communicant, on a une charge très lourde, c'est de veiller au patrimoine de la marque. C'est de faire en sorte que tout l'écosystème autour de la marque, autour de l'entreprise, soigne une certaine cohérence. Et donc, on met des jalons et des garde-fous partout. On fait des brand books, on fait des… on borde tout le temps. Donc, ma vie professionnelle m'a amené à me spécialiser dans ce qu'on appelle la communication responsable. J'ai dit tout à l'heure, et ce qui est formidable dans le sujet du frottement entre le monde de la communication et le monde de la transition, c'est qu'on est dans un frottement culturel très fort, en fait. C'est d'un côté le fait d'être assez conservateur. Moi, j'ai passé mon temps à terroriser des stagiaires. C'est pas vrai, je ne les terrorisais pas, mais j'ai réputation quand même d'être un peu dur dans mes corrections. Je suis un vieux prof, je viens avec mon stylo rouge. Et alors, vraiment, je ne supporte pas quand la ponctuation n'est pas mise, etc. Je suis quelqu'un de rigoureux parce que j'ai appris à respecter l'audience, à respecter le lecteur, à respecter le public. Je crois que les correcteurs du monde ont une mission dans notre vie. Et alors, il y a cette partie-là de mon cerveau et de notre culture. Et puis, il y a l'autre partie de la communication responsable, c'est le réveil sur, en fait, notre position, notre production, nos représentations construisent un imaginaire collectif et souvent sont capables de le faire évoluer, mais aussi sont capables de renforcer des énormes freins à la transition sociétale, on va dire, à la transition de notre société. Et donc, c'est dans cet tiraillement que j'ai vécu ce sujet-là, parce que à la fois, j'avais vécu, moi, je vais avoir 60 ans, donc
j'ai vécu avec beaucoup d'intérêt la réforme Rocard de l'orthographe de 1989, donc ça remonte quand même, et avec des trucs où moi-même je me grattais la tête en disant mais comment est-ce qu'on peut accepter de ne plus mettre scénarii, mais scénario avec un S, d'appliquer l'évolution normale de notre grammaire. Je savais que j'avais un côté un peu conservateur parce que j'avais l'impression qu'on appauvrissait en fait la langue. Et aujourd'hui, j'ai eu d'abord, devant l'apparition du langage inclusif, qui m'intéressait au premier chef, parce que je pilotais la RSE du syndicat des agences de com, donc c'est là qu'on s'est rencontrés, je pilotais tous ces mouvements où on se préoccupait de la façon dont l'ensemble des publics aient accès et à la fois la considération dont je parlais tout à l'heure, je ne veux pas aller trop loin. Donc, ma première réaction, c'était de me dire qu'est-ce que c'est que ce bordel-là? On va mettre de la complexité alors qu'on a des publics qui sont de plus en plus éloignés de l'écrit et qui comprennent de moins en moins. C'est mon côté ancien prof, mais on a un recul de la compréhension du langage, de certains vocabulaires et de l'écrit, c'est catastrophique. Donc, j'avais l'impression qu'on venait amener une complexité et à la fois, face à cette complexité, je voyais bien en quoi ça pouvait vraiment être transformatif. Donc, on s'est rencontrés dans ce moment-là. Et peut-être que ce qui m'a donné envie de venir contribuer à ce petit moment avec vous, c'est en quoi est-ce que moi, ça a changé ma vision. Alors, c'est surtout dans le langage corporate. Je crois beaucoup à la sincérité. Je pense que ça fait 20 ans que je le dis, c'est une clé dans notre vie personnelle et dans notre vie d'entreprise, de collectif. Bon sang de bois, il n'y a rien de plus puissant que la sincérité. Et en fait, quand on écrit et quand on cherche à écrire correctement, en fait, il y a plein de choses qui se passent dans son cerveau. Et le fait d'avoir traversé ta formation et d'avoir découvert, je me suis aperçu que je pratiquais autrement, que j'écrivais autrement. Et même si je n'utilise pas systématiquement l'écriture inclusive ou le langage inclusif, je sais que ça me traverse et je sais que ça m'enrichit. En fait. Et j'ai eu l'impression que ça, je sais que ça te fait plaisir quand je te le dis, mais c'est vrai, très sincère, j'ai eu l'impression que ça m'ouvrait une fenêtre que je n'avais pas. Je ne pensais pas le genre, en fait. Je pensais beaucoup le handicap, je pensais beaucoup au public fragile, parce que c'est mon obsession, les publics fragiles, avec ma casquette FNH aussi, mais c'est-à-dire des gens qui ont des problèmes d'accès à cause de leur pouvoir d'achat ou leur manque de culture ou le bas niveau d'éducation qu'ils peuvent avoir, c'est vraiment une très grosse préoccupation. Mais là, ça m'a fait rentrer une autre façon de regarder ça et je trouve ça super intéressant. Voilà. C'était mon petit témoignage de la journée. Tu veux qu'on parle d'impact ? Je pense, ouais, ce serait le bon moment. Il nous reste un petit quart d'heure de rentrer dans notre dernier bloc sur pourquoi est-ce qu'on fait ça, en fait. Oui, alors, et puis, pourquoi est-ce qu'on parle d'impact ? Je trouve que c'est hyper intéressant aujourd'hui, surtout dans la communication responsable, dans la communication de transition. On essaie d'avoir des jalons de mesure d'impact. On en parle tout le temps. Donc je trouve que c'est hyper important. Et pour convaincre des créateurs, des producteurs de communication ou d'information dans les médias, etc. Je pense qu'il faut vraiment, qu'il faut comprendre là où ça bouge les choses. C'est-à-dire qu'il faut nous aider à régler ce conflit culturel que nous avons entre conservatisme des codes, parce que les codes, c'est aussi une précaution vis-à-vis des publics, et le fait de ce déterminant qui est ça a un vrai impact, regardez-le. Voilà, je passe le ballon. Super, pour continuer sur la question de l'impact, moi je vais vous présenter quelques études d'impact justement. Donc toujours dans le cadre d'analyses psycholinguistiques qui ont été réalisées en France, mais aussi dans d'autres pays francophones et pas que d'ailleurs. Donc par exemple une étude de 2008 du Gabriel sur la perception faussée des métiers. Donc quand on présente un métier au masculin, les personnes vont associer spontanément un pourcentage
beaucoup plus élevé d'hommes que lorsqu'il est présenté au féminin et au masculin. Et donc ça a été vraiment testé et confirmé par cette étude. Je peux également vous parler d'une étude qui a été réalisée en 2005 à l'Université de Genève par Armand Chattard et ses collègues. Donc, en prenant cette fois un groupe de jeunes filles de 13 à 14 ans qui ont été interrogées sur leur niveau de confiance dans le fait de réussir des études pour exercer certains métiers. Quand les métiers étaient présentés uniquement au masculin, elles étaient moins confiantes. Quand ils étaient présentés uniquement au féminin, surtout quand c'était des métiers stéréotypés où les femmes sont majoritairement représentées actuellement, elles étaient beaucoup plus confiantes. Et enfin, quand les métiers où les femmes ne sont pas surreprésentées étaient présentés à la fois au féminin et au masculin, le pourcentage augmentait de confiance de ces jeunes filles dans leur capacité à réussir dans ces métiers. Donc, ça a vraiment un impact très concret dès les études et évidemment après dans le monde professionnel. Et peut-être une dernière étude en 2015 qui a été réalisée en Suisse pour réussir qui peut réussir dans un métier. Donc, cette fois, c'était une étude sur des adolescents et des adolescentes de 14 à 17 ans. Et donc, pour des métiers qui sont stéréotypés masculins, donc où les hommes sont surreprésentés, et des métiers qui sont sans stéréotypes, qui sont plutôt mixtes, les chances de réussite sont plus élevées pour les femmes lorsqu'ils sont représentés au féminin et au masculin que lorsqu'ils sont représentés uniquement au masculin. Donc, il y a plusieurs études qui concordent et qui vont toutes dans ce sens-là. Et enfin, voilà, pour finir sur ces exemples, le langage influence donc nos représentations mentales et ça a un impact dans les études, dans le monde du travail. Et le langage inclusif, ça permet aussi de ne pas discriminer le genre de personnes qui postulent et inciter plus de femmes à postuler. Et après, ça devient un cercle vertueux parce qu'on va avoir plus de femmes qui postulent, donc qui sont représentées, qui peuvent apparaître comme des rôles modèles pour d'autres femmes et ainsi de suite. Donc, on rentre vraiment après dans une dynamique vertueuse. Alicia, donc voilà, moi je viens de parler d'impact très concret de ces représentations, mais toi tu peux aussi nous parler de l'efficacité business. Donc pourquoi une entreprise, une marque devrait, d'après toi spécifiquement, s'intéresser aux pratiques de com inclusives? Oui, alors moi quand je parle de mon focus, comme je disais tout à l'heure, c'était la publicité comme exemple. Et moi j'aime bien me demander comment est-ce qu'on fait un petit peu le travail en entonnoir et on part de ces études d'impact qui sont encore une fois, et il faut en avoir conscience, consensuelles, qui depuis des années, des décennies, et ça c'est important, c'est pas une posture idéologique, c'est des faits scientifiques là dont on parle. Comment on fait redescendre ça dans un langage qui parle en fait aux gens dans une entreprise en fonction de leur métier. Donc là, on est dans le cadre de la série organisée par la FMD et le MEDEF. Donc j'imagine que parmi vous qui êtes connectés, il y en a plein qui occupent des fonctions dans des entreprises. Peut-être que vous travaillez dans les RH, peut-être que vous travaillez dans la com, peut-être que vous travaillez dans la RSE. Mais quel que soit l'endroit où vous travaillez, en fait, vous avez intérêt à vous intéresser en fait à ce sujet-là. Si vous travaillez dans les RH, c'est une question de culture d'entreprise et une question de recrutement et de mixité du recrutement. Diane vient de vous donner tous les chiffres, j'ai même pas besoin d'en rajouter. Vous vous tirez une balle dans le pied si vous ne pensez pas à la question des mots que vous employez. Et je parle pas juste du titre de votre offre, ça va au-delà de ça, parce que c'est pas juste le titre qui va faire qu'une personne postule ou pas, c'est le corps de votre offre. Est-ce que vous parlez de votre stratégie diversité et inclusion? Est-ce que sur votre site internet corporate, on parle que des collaborateurs, on parle que des directeurs, on a des images qui nous représentent plutôt que des hommes? Est-ce qu'on a une représentation visuelle et aussi un langage inclusif? Donc ça, c'est vraiment un sujet de culture d'entreprise. Est-ce que demain, moi, j'ai envie de postuler dans une entreprise qui écrit recherche vendeuse? Parce que parfois, ça arrive, notamment les boulangeries. J'ai pris une photo récemment, recherche vendeuse, ça dit clairement qu'il y a un stéréotype qui est associé au métier et qui est revendiqué d'une certaine manière par l'entreprise. Ou est-ce que j'ai envie de travailler dans une boîte et de rester dans une boîte où il y a une vraie partie du langage inclusif parce que c'est transformant, parce que comme l'a dit Gilda, c'est pas facile en fait, ça nous titille à plein d'endroits, c'est un effort qu'il faut faire. Si une boîte le fait, ça veut dire encore une fois qu'elle porte attention au sujet de l'égalité et de la diversité de manière générale, et ça dit quelque chose de la culture d'entreprise. Autre chose, si vous êtes une entreprise qui affirme dans ses valeurs être engagée pour la diversité, être engagée pour l'égalité femmes-hommes, ça n'a aucun sens de ne pas vous poser la question des mots que vous employez.
Moi, je trouve ça que c'est une forme de dissonance cognitive totale, qu'une boîte se dise engagée sur la question de l'égalité femmes-hommes, mais en même temps ne parle que des directeurs ou des collaborateurs dans sa communication interne ou externe d'ailleurs. Donc, c'est vraiment une simple question d'alignement entre les valeurs affichées de l'entreprise et les mots qui sont employés. Comme on parlait d'incarner, ou Gilda, tu parlais du verbe, bah, c'est exactement ça en fait. C'est vraiment la puissance performative du langage, c'est-à-dire on crée quelque chose de concret avec le langage, bah, c'est vraiment ça, l'alignement des valeurs avec les pratiques de communication. Et la dernière chose, si vous travaillez dans la communication, dans la création des messages, vous l'avez aussi ressenti dans les échanges qu'on a eus, pour moi, le langage inclusif, c'est pas uniquement une contrainte, parce que ça peut clairement être vécu comme une contrainte, et c'est normal, comme on l'a dit, hein, ça nous force à bouger, mais c'est surtout une opportunité de sortir de ce qu'on appelle les rivières de pensée, c'est-à-dire ces automatismes que nous, en création, on a, forcément, comme tout le monde, ces boulevards dans lesquels on va se jeter, comme je disais tout à l'heure, le galette pour tous ou le à tous ceux qui, et ben, c'est une occasion d'avoir une contrainte créative qui nous fait faire un pas de côté et nous dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment dire ? À qui est-ce que je veux vraiment m'adresser ? Quel est le mot qui va être le plus clair ? Quel est le mot qui va être le plus impactant ? Quel est celui où les personnes vont vraiment se sentir concernées ? Donc, pour moi, et on le sait, on l'a mesuré, 50% de l'efficacité d'une publicité vient de sa créa. C'est pas le média, c'est pas est-ce que ça va être au bon endroit au bon moment. 50%, la moitié, c'est la créa. Quand on dépense des budgets créa, qu'on ait des gros budgets ou qu'on ait des tout petits budgets, si on a l'opportunité d'influencer 50% de la créa pour la rendre plus efficace, bah, c'est dommage de ne pas le faire. Dernière question, et on va essayer de garder un petit peu de temps aussi pour les échanges, et parce qu'il y a une question qui a émergé, on la prendra à la toute fin. Merci beaucoup, Cyrielle. Pour toi, Gilda, donc aujourd'hui, ce qui freine, en tout cas dans mon observation, l'adoption du langage inclusif dans les entreprises et les organisations de manière générale, c'est pas la question de la compétence, c'est pas de savoir faire ou pas faire, c'est aussi vrai, mais c'est surtout une émotion que je trouve très puissante, qui est la peur. On a peur de mal faire, on a peur de mal dire, on a peur du backlash. Diane parlait d'insécurité linguistique tout à l'heure. Hein, on a cette forme d'insécurité linguistique qui commence à émerger dans les entreprises. Toi, c'est quoi les principes qui te guident aujourd'hui quand tu réfléchis justement à utiliser un langage plus inclusif dans ta com à toi ou même quand tu conseilles en fait des entreprises ou des marques? En fait, je profite de répondre pour parler à Cyrielle, mais je pense que c'est un sujet de considération. Et donc, ce n'est pas tant je dois adresser les non-binaires, parce que on va dire, c'est en communication dans notre prisme, c'est un pouillème du pouillème de la poussière de l'audience totale. Mais en revanche, le fait d'avoir un langage qui témoigne de cette considération, de cette écoute du monde, de cette sensibilité-là, la personne non binaire qui se revendique comme telle sentira que ce qui la meut, voilà, est considéré par la marque ou par l'entreprise qui dans sa communication. Donc je ne sais pas si, en fait, il y a un risque dans notre société aujourd'hui, c'est de tout segmenter. Et c'est ce qui se passe dans des sujets de genre. C'est-à-dire qu'on va déployer, on va étirer le nombre de profils. Donc moi, je pense que vraiment, ce qui m'intéresse le plus, c'est à chaque fois se préoccuper à témoigner de la considération sur ces sujets-là. On peut le faire de façon très mezza voce, quoi. Très, très, très simple. C'est quelques signaux qui sont donnés sur une tribune, dans un document, etc. Et puis, on peut le faire de façon plus affirmée, en se disant que là, il y a une position à avoir. Et ça, très sincèrement, c'est très opportuniste aujourd'hui de la part des communicants, des conseils, des marques et des organisations. Est-ce que finalement, pour ma marque, aujourd'hui, c'est le bon moment d'y aller, sachant que ça va clasher, que ça va faire réagir, etc. Mais bon, le plus important, c'est d'être aligné, c'est de sentir que le corps social est à l'aise. Moi, je pense qu'il faut vraiment écouter ces équipes. Il faut vraiment savoir comment on le sent. Il faut en parler. Nous, ce qu'on a fait quand tu es venu à l'agence, ça a beaucoup touché parce qu'en fait, on n'en parlait pas. Et la réponse du vieux fondateur que je suis, c'était un truc un peu sibyllin. On verra plus tard, quoi. Donc, je pense que je veux te laisser les 5 minutes qui restent là.
Oui, on va juste peut-être clôturer avec… Il y a une question qu'on n'a pas adressée, donc tu t'as répondu sur la question de la non-binarité. C'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas évident parce qu'en français, on est mal outillé. Néanmoins, dans tous les outils que Diane a partagés, il y en a plein en fait qui sont encore plus inclusifs que d'autres et qui dépassent la non-binarité ou la binarité quand elle parle de substitution par le groupe. Quand on dit l'équipe, on ne peut pas faire plus inclusif pour le coup parce qu'il n'y a même pas cette notion de collaborateur ou collaboratrice qui pourrait être très genrée. Donc, en effet, il y a une modulation à apporter et comment elle s'adressait dans les programmes scolaires. Alors, moi, je partage mon expérience personnelle. J'ai des enfants et Diane vient de l'enseignement, donc elle a aussi des billes de son côté. J'ai des enfants et je les ai beaucoup utilisés comme cobayes, en fait, puisque donc on parle inclusif à la maison. Et ce que j'observe, c'est qu'en fait, ça dépend beaucoup des enseignants et des enseignantes, d'abord, qu'il y en a beaucoup qui le pratiquent de manière plus ou moins discrète, mais il y en a très peu, en fait, qui sont pour l'instant rattrapés par la police, enfin, en tout cas, rattrapés par l'éducation nationale, même si l'éducation nationale a une position fermée sur les sujets, notamment d'utilisation de la ponctuation. Et même si on recommande évidemment de ne pas renforcer les stéréotypes dans les métiers en ayant une approche mixte de la représentation. Mais donc, c'est fait un peu en sous-main, on va dire. Mais moi, j'en vois régulièrement dans les carnets de correspondance de mes enfants, etc. Ce qui est difficile, c'est qu'à l'école, comme l'a dit Gilda, en fait, l'école, c'est une institution très puissante de normalisation et que quand vous allez à la maison, vous avez quelqu'un qui, comme moi, qui va dire « mais t'es pas obligé, en fait, de toujours tout mettre au masculin » et en face, le rouleau compresseur qui dit « le masculin l'emporte sur le féminin ». Il y a un conflit d'autorité chez les enfants qui n'est pas nécessairement facile à résoudre, qui est peut-être un conflit que vous vivez, vous, en entreprise. Vous avez envie individuellement, en fait, de faire des choses, mais la vérité de l'entreprise, comme dirait Michel Foucault, la voix du chef ou de la chef n'est pas forcément alignée avec ce que vous avez envie de faire et ce n'est pas forcément évident. Du coup, en tour de table finale, on va juste partager peut-être ce qui nous rend optimistes aujourd'hui pour finir aussi sur une note positive autour du sujet du langage inclusif. Diane, toi, qu'est-ce qui te rend optimiste quand tu penses à ça? Alors, moi, ce qui me rend optimiste, c'est que s'interroger sur son langage, c'est une condition vraiment sine qua non pour permettre à des nouveaux imaginaires de naître. Et donc, avec ces nouveaux imaginaires, comme on dit tout à l'heure, il y a un cercle vertueux qui peut se créer. Et ça, c'est extrêmement positif. Et ça permet de rendre visibles des catégories de personnes qui, habituellement, sont invisibilisées. Et son impact sur nos représentations mentales a aussi été prouvé par toutes les études dont je vous ai parlé. Et alors, bien sûr, les stéréotypes ne vont pas disparaître uniquement grâce au langage inclusif, mais celui-ci va y participer grandement et ça me rend très optimiste. Merci Diane. Toi, Gilda, avec quoi qu'est-ce qui te rend optimiste en un mot? En un mot, moi je suis toujours très inquiet de la paix sociale et donc dans la conflictualité qui est dans tous les débats aujourd'hui dans notre société, qui est pourtant une société tellement protégée. Je trouve que le langage est clé, la bouffe et le langage. Être à table et parler et avoir un langage qui est considéré par l'autre comme respectueux. Voilà. On peut être dans le dissensus quand c'est de la communication non violente, mais quand on a un langage qui est respectueux de l'autre, et voilà, et je trouve que ça c'est vachement bien. Et puis après, le truc positif, c'est que on peut changer d'avis, on continue. Je trouve que c'est un truc intéressant parce qu'il est critique, il est sévère, mais il est très joyeux professionnellement à travailler quand on est dans son envie. Et du coup, le mot de la fin, oui, moi, ce qui me rend optimiste, c'est que j'observe que c'est possible de transformer cette émotion négative qui est la peur en quelque chose de joyeux et de créatif quand on voit le langage inclusif pour ce que moi je pense qu'il est, c'est-à-dire une innovation sociale, c'est-à-dire une manière de s'emparer d'un outil du quotidien. Et je vous rappelle que le langage, c'est accessible à tout le monde, c'est gratuit, ça a un impact démontré, donc en termes de rentabilité, c'est quand même plutôt pas mal, même si ça ne résout pas tous les problèmes. Et donc l'innovation sociale, c'est ça, c'est utiliser un outil du quotidien pour changer une réalité sociale qu'on juge insatisfaisante, en l'occurrence aujourd'hui, les inégalités de genre et les discriminations de manière générale.
Il est 11 h, donc si vous devez y aller, évidemment, quittez-nous, on le comprend tout à fait. Vous recevrez cet après-midi un email dans lequel vous aurez toutes les coordonnées de Gilda, de Diane et de moi si vous avez envie de nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Vous aurez aussi un petit questionnaire de feedback, des choses à télécharger et le replay sera mis en ligne également sur YouTube plus tard dans la journée ou demain. Donc, vous pourrez le regarder, le partager éventuellement si vous le souhaitez à des collègues. Donc, je vous remercie. Je vais arrêter l'enregistrement. S'il y a une question brûlante que vous avez envie de poser, évidemment, n'hésitez pas. Et merci encore une fois beaucoup pour votre participation. Et demain, on peut vous retrouver aussi, si vous voulez, voilà, continuer sur le sujet. Alors, Alissa, je te laisse peut-être rappeler l'intitulé de ton intervention. Demain, à 9 h du matin, j'anime un webinaire où je serai toute seule cette fois. Et l'idée, ce sera de regarder des études de cas ensemble, donc de voir comment un mot peut transformer l'impact d'une campagne de com en partant de cas très concrets de publicité qu'on va regarder cette fois-ci. Voilà, et moi, juste après, j'enchaîne avec une fresque de la langue française, donc de 10 h à 13 h. Il reste encore des places si vous voulez vous inscrire. Et donc, ce sera l'occasion de manière ludique, en petits groupes et en ayant des débats ensemble, de continuer cette réflexion que nous avons eue aujourd'hui. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.